Bonjour à tous, donc dans cette vidéo, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va faire une première petite application en Flutter pour regarder les principes de base. Alors cette application, elle s'appelle Tape le lapin et elle consiste en 4 boutons. En fait, c'est une espèce de guacamole. Donc elle va nous permettre d'illustrer les principes du fonctionnement d'une application Flutter. Donc la première chose qu'on voit ici, c'est un projet qu'on a créé en faisant simplement Flutter create et puis un nom de projet. Donc c'est vraiment le projet par défaut généré par le SDK de Flutter, il n'y a rien de spécifique dedans, et on l'a démarré. Donc en ce moment, ce qu'on a, c'est un bouton ici, et puis si on clique dessus, ça augmente un compteur. Donc la première chose qu'on va faire, en fait, c'est de la mise en page. Donc en ce moment, on a deux classes principales qui correspondent à l'écran. Ici, celle-ci qui est un stateful widget. Alors en fait, on n'a pas vraiment besoin de tous ces trucs-là, et on n'a pas non plus besoin de spécifier le titre. Donc ça, c'était des manières de passer un paramètre à notre widget, mais nous, on veut simplement ici que ça s'appelle Tape le lapin. Alors la première chose qu'on va voir, c'est qu'en fait, si on sauvegarde, on voit automatiquement le changement se faire au niveau de l'application sans avoir besoin de l'arrêter et de la redémarrer. Alors évidemment, on peut toujours appuyer sur Stop et ensuite redémarrer l'appli. Dans certains cas, on va voir que c'est nécessaire, mais la plupart des changements, on va pouvoir les faire sans ça. On va enlever un petit peu de commentaires qui ont été générés par le SDK au moment de la création du projet. Et puis on va arriver ici au niveau de l'élément central qui est la colonne. Donc une colonne, en fait, c'est une succession de widgets qui vont se suivre les uns en dessous des autres. Et puis on va avoir l'inverse qui va être une row, R-O-W, qui est une succession d'éléments qui se suivent les uns à côté des autres. Donc là en ce moment, on a ça. Ce qu'on va vouloir faire, c'est le remplacer par Tape le lapin. Mais surtout, au-dessus de ça, on va vouloir avoir une row. Alors, on va juste écrire row. Donc ça, c'est l'appel au constructeur. Donc c'est comme si on écrivait new row. On a le droit d'ailleurs d'écrire new row si on veut. Et puis, le row va prendre un paramètre nommé. Donc ici, on va écrire children de points. Ça veut dire que le paramètre children, voilà la valeur. Donc les paramètres nommés, ça veut dire que c'est pas forcément l'ordre des paramètres qui a un sens ici au niveau du constructeur. Et puis pour voir un petit peu ce que ça donne, ici on va mettre un premier texte et un deuxième texte. Alors on peut mettre des simples guillemets ou des doubles guillemets. On va compter les paf et les flops. Donc les paf et les flops, ça va être à chaque fois que un utilisateur arrive à taper le lapin, on va compter un paf, et à chaque fois que l'utilisateur le rate, on va taper un flop. Donc pour faire ça, en fait, on va stocker deux variables. Alors, elles commencent par un souligné parce que c'est des variables locales. On va les initialiser à 0, donc quand on va partir à l'application, le nombre de flops et le nombre... le nombre de quoi? Le nombre de paf et de flops, donc flops et pafs égale 0. Donc là, on a initialisé nos deux champs, et donc ça veut dire qu'on va également pouvoir mettre paf 2 points, et puis éventuellement la valeur du nombre. Donc là, pour accéder au champ de la classe, on va écrire this points. Ici, on va mettre les paf.toString. Alors là, il n'y a pas de conversion automatique de this.paf, donc il faut toujours appeler le toString sur la valeur en Dart. Et ici, on va faire un this.flop.toString. Donc là, si on sauve, on va voir que notre élément s'est mis à jour ici, et qu'on a les deux éléments graphiques à l'écran. Donc maintenant, ce qu'on pourrait vouloir éventuellement faire, c'est que ces éléments-là, ils soient plus centrés. Alors pour le centrage, ce qu'on peut faire, c'est aussi calculer l'espace qu'il va y avoir entre. Donc dans une row, on a quelque chose qui va s'appeler le main axis alignment. Et là, vous allez trouver les différentes valeurs. Donc si jamais je mets center, par exemple, on va voir que mon bloc se centre. D'accord, les deux éléments se collent les uns sur les autres, centrés. Si je lui dis de faire quelque chose comme space around, il va mettre autant d'espace autour de chacun des éléments. Donc là, si jamais je resauve, on voit qu'il met de l'espace ici et de l'espace ici. Alors là, je vais y aller avec cette approche-là, parce que j'ai envie d'avoir à peu près ça.
Alors, un autre élément qu'on peut utiliser ici, là, vous voyez que le main axis sur notre colonne, c'était center, donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a collé tous les éléments et il les a centrés. Ici, on aurait pu faire la même chose, c'est-à-dire de faire, par exemple, un space evenly, et on voit qu'il va éclater les 3 blocs pour les mettre à une distance égale. Donc, c'est des éléments de mise en page qui sont intéressants ici. Alors là, par exemple, au niveau du PAF, on pourrait aussi spécifier d'autres choses. Donc le paramètre qui n'est pas nommé ici, ça va être le contenu du texte. On peut aussi lui ajouter un style. Alors par contre, il faut séparer tous les paramètres par des virgules ici. Et on va lui donner un text style. Alors le text style, c'est pareil, on a plusieurs possibilités. Par exemple, on peut spécifier une color. Donc là, on va lui dire qu'on va vouloir les PAF en vert. Et puis on pourrait lui donner aussi une font size, donc par exemple lui dire qu'on veut que ça soit 22 taille. Dès qu'on va sauvegarder, on va voir notre texte changer de couleur et changer de taille. Donc on va pouvoir appliquer sensiblement la même chose pour les flops. Ici, simplement en les mettant en red. Donc pour l'instant, on fait juste de la mise en page. On voit quand même que on commence à avoir une arborescence ça ressemble à un arbre. En fait, on voit tous les éléments graphiques qui s'incluent les uns après les autres. Donc notre tape le lapin ici, on va faire quelque chose de similaire. On va le mettre en gros, et puis on va le mettre en gras. Oups. Z, pardon. On va pas changer sa couleur. Par contre, on va lui dire qu'on veut qu'il fasse beaucoup plus gros et qu'il ait un poids. Alors là, dans certains cas, vous allez avoir des variables, des valeurs qui sont numériques. Autrement, vous pouvez avoir simplement des constantes qui correspondent à la classe. Donc là, ici, vous avez toutes les valeurs de poids possibles. On va le mettre le plus bold possible. Voilà. Donc là, on va avoir nos éléments ici. Et puis ici, on a un compteur 14 qui va disparaître à la fin, parce qu'on n'en a pas besoin. Dans notre application, on n'a pas non plus besoin du bouton. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement enlever le floating action button ici, qui est ce truc-là. On sauvegarde. Oh, là, il y a un bout de commentaire qui traîne. Et le bouton a disparu. Donc, ce qu'on voudrait maintenant avoir ici, c'est 4 boutons. Un bouton, enfin, une grille de 2 par 2 boutons, qui vont contenir des boutons. Donc, il y aura un lapin et 3 taupes à chaque fois qui vont être tirés au hasard. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va continuer en dessous de notre, en fait, à la place de ce texte-là, et on va créer 2 rows. Alors, je vais créer la première, et puis ensuite, on va faire la deuxième, dont les enfants vont être 2 boutons. Donc là, on va créer un premier bouton d'abord pour regarder à quoi ça ressemble. Et puis en mettant une virgule ici, on pourra en mettre un deuxième dans la ligne. Donc, le seul truc qui est nécessaire pour un bouton, c'est la fonction qui va se déclencher quand on la tape. Donc là, ce qu'on écrit ici, quand on écrit parenthèse et accolade ouvrante, accolade fermante, c'est une fonction anonyme. Donc en fait, on est en train simplement de définir la fonction, on lui donne pas de nom, qui ne prend aucun paramètre et qui ne fait rien. Donc à ce moment-là, en fait, on a un bouton, mais comme on peut voir, si jamais on sauvegarde, ici, on ne le voit pas. Donc pour qu'on puisse voir le bouton, il va falloir lui rajouter un enfant, qui va être n'importe quel widget. Donc ici, on va mettre un texte, avec marqué lapin. Donc dès qu'on a ça, en fait, on a maintenant un bouton. On voit que si jamais on clique dessus, il se passe quelque chose. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va en rajouter un deuxième. Donc là, on voit nos 2 lapins. Encore une fois, si jamais on choisit un main axis, comme Space Around par exemple, on va voir nos lapins se remettre à une certaine distance les uns des autres. Et puis si jamais on veut une deuxième colonne, une deuxième ligne, on va la rajouter ici. Donc en gros, là, ce qu'on voit, c'est que assez rapidement, on peut modifier l'arborescence. Et simplement en sauvegardant, on va tout de suite voir le résultat au niveau de notre interface graphique. Maintenant, ce qu'on a, c'est qu'on a 4 lapins. Donc en fait, il nous faudrait plutôt 3 taupes. Et un lapin. Et on a réussi à avoir un prototype de l'aspect graphique que devrait avoir notre application.
À partir de maintenant, en fait, ce dont on va avoir besoin, c'est de coder la logique de l'application, donc faire en sorte que quand on appuie sur un lapin, si jamais on trouve le lapin, on compte un path, et que si jamais on appuie sur une taupe, on compte un flop, qu'on puisse mettre à jour les différents compteurs en haut, et qu'on puisse également déplacer le lapin à chaque fois qu'il a été touché. Donc pour cette partie-là, en fait, ce qu'il va falloir commencer à regarder, c'est d'abord comment on peut générer nos 4 boutons de manière plus facile, et puis comment on va vouloir stocker l'état, en fait, au niveau de où est notre lapin. Donc ce qu'on va imaginer, c'est qu'en fait, ça c'est le premier bouton, ça c'est le deuxième, le troisième et le quatrième, et on va jouer avec nos 4 boutons. Alors la première chose qu'on doit voir ici, c'est qu'on peut créer un bouton, pas directement dans l'interface ici, mais avant. Donc ici, on va imaginer par exemple qu'on met B1, et que ici, on va définir B1 avant. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'ici, on peut écrire du code, on pourrait faire ça dans une boucle par exemple, etc. Et puis ce qu'on va faire, en fait, c'est simplement considérer que on va garder l'indice du lapin qui a été... enfin, l'indice du bouton qui contient le lapin, comme un entier ici. Donc on va simplement l'appeler index lapin. Et on va le tirer au hasard à chaque fois, à chaque partie. Donc pour le tirer au hasard, en fait, ce qu'on va faire, c'est créer un objet random. Donc random, ça veut dire au hasard, enfin aléatoire en anglais. Et puis on va faire un next int. Alors on veut une valeur entre 0 et 3 inclusive, 0, 1, 2 ou 3. Donc pour ça, on va faire un next int de 4. Et on va importer la librairie de maths de Dart. On veut ça aussi. Alors, on va enlever l'incrément compteur qui venait de la version d'avant. Et on va avoir B1. On va avoir B2. On va avoir B3. Et B4. Donc, on va remplacer les boutons qu'on avait ici par les autres. B2, B1, B3 et B4. Donc on aurait pu les garder ici ou en haut. C'est sûr que ici, ce que ça fait, c'est qu'on se retrouve dans un morceau de code qui est plus standard, qu'on a plus l'habitude de manipuler. Donc maintenant, ce qu'il va falloir voir, c'est d'abord, est-ce qu'on va mettre lapin ou taupe? Et donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une expression ternaire. Alors une expression ternaire, c'est une expression qui vaut quelque chose selon la valeur d'un test. Donc ici, par exemple, si jamais on regarde 10.index lapin, donc la valeur qui va avoir été tirée, si l'index lapin vaut 0, donc c'est-à-dire qu'en fait c'est le premier bouton, on va dire, voilà, en fait on pourrait peut-être même les appeler B0, B1, ça sera plus simple. Et puis ici, voilà. Ce qu'on va dire en fait, c'est que si l'index vaut 0, bah, ce qu'on va vouloir mettre comme texte, c'est lapin, sinon c'est taupe. Alors ça s'écrit comme ça, on va écrire un test, donc this index égale 0, on va mettre un point d'interrogation, là on va mettre la valeur si le test est vrai, donc si ça vaut 0, ça va valoir lapin, et après le 2 points, on va mettre la valeur si le test est faux, ici taupe. Donc on voit qu'en fait on va vouloir faire sensiblement la même chose pour les 4, sauf que l'index va changer à chaque fois. Si l'index vaut 1, c'est celui-là qui doit être mis. Si l'index vaut 2, c'est celui-là qui doit être mis. Et si l'index vaut 3, c'est celui-là qui doit être mis. Donc là, en sauvant, on voit que on a bien un lapin et 3 taupes. Et en ce moment, il s'est mis à cet endroit-là. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va redémarrer l'application pour voir si le lapin se déplace. Est-ce qu'il est toujours sur le premier bouton en haut à droite ou est-ce qu'il se déplace en fonction de la valeur qui a été tirée au hasard? Alors également, à cet endroit-là, si jamais on veut voir la valeur de l'index, on peut ajouter un print ici, qui va nous permettre d'aller afficher la valeur de 10.indexLapin. À chaque fois qu'on exécute.
ce qui va nous permettre de voir en fait lequel devrait contenir le lapin. Donc là on voit ici que le lapin s'est déplacé à cet endroit-là, et que donc du coup, on n'a plus le problème d'avoir... le lapin change de position en fonction de la valeur qui a été tirée au hasard. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est la fonction qui correspond au tapage de lapin. Donc ici, on voit en ce moment que pour l'instant, on n'a pas de code dans notre onPressed. Et ce qu'on voudrait dire, en fait, c'est que si jamais, en fait, je suis le lapin, donc if, alors c'est la même condition, si index lapin est égal à 0, et qu'on m'appuie dessus, bah, je veux faire quelque chose. Avant de faire ça, ce qu'on va faire, c'est tout simplement afficher un print pour comprendre chacun des boutons. Donc ici, ça va être bouton 0, et puis on va faire la même chose dans les 3 autres. Donc, une fois qu'on a sauvegardé ça, ici on voit que l'index du lapin vaut 2, donc c'est pas le premier, c'est pas le deuxième, c'est le troisième. Et puis on va avoir nos prints qui vont se déclencher si jamais on appuie dessus. Donc là on voit qu'on a appuyé sur le bouton 0, ici on a appuyé sur le bouton 1, ici on a appuyé sur le bouton 2, et ici on a appuyé sur le bouton 3. Alors maintenant ce qu'on va vouloir faire comme traitement, c'est si je suis actuellement le lapin, donc si B0 est le lapin, donc ça c'est toujours le même test, ici c'est index lapin est égal à 0, bah dans ce cas-là, je vais compter un flop. Donc ce que ça veut dire, c'est que je vais écrire un path, pardon. Donc je vais écrire this.path++. Ce que ça veut dire, c'est que je vais rajouter 1 à la valeur des paths. Et si jamais c'est pas le cas, je vais faire un zips.flop++. Donc maintenant, si jamais je fais ça, je vais pouvoir venir prendre mon premier bouton et appuyer dessus. Et ce qu'on voit, c'est que ça fait rien du tout au niveau du flop. Alors pourquoi en fait? Parce que je peux changer les valeurs de mémoire autant que je veux ici, tant que je ne fais pas la méthode setState, qui va en fait mentionner à Flutter qu'il faut redéclencher le rendu, bah, il ne va rien changer au niveau de l'interface graphique. Par contre, maintenant que j'ai mon setState ici, à chaque fois que je vais appuyer sur le bouton ici, il va augmenter la valeur de 1, mais il va aussi augmenter le flop ici. Donc on est capable de détecter le top, le flop. Alors c'est sûr que ici il faudrait reprendre ce code-là et le mettre dans chacune des méthodes en changeant l'indice à chaque fois. Et ici, une dernière fois avec l'indice 3. Donc on va tester notre fonctionnement. Ici on voit qu'on a taupe, donc si ça me fait un flop. Et ici, on a lapin. Donc si jamais je fais lapin, ça me compte un path. Alors, pour l'instant, on a les compteurs qui fonctionnent, c'est-à-dire qu'on est capable de détecter si un bouton est une taupe ou un lapin et de mettre à jour les compteurs en correspondance. Maintenant, on voudrait pouvoir bouger le lapin. Alors, pour bouger le lapin, en fait, c'est relativement simple. À chaque fois qu'on va faire un path, donc on ne bouge le lapin que si la personne a réussi à le taper. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer une valeur au hasard. Donc en gros, on va redéclencher à peu près la même chose que ça. Donc on va mettre ça après le path, c'est uniquement si jamais je suis dans le cas où je suis le bon bouton. Dans ce cas-là, je vais bouger le lapin. Donc on va aller regarder ce que ça donne ici. Je vais essayer d'appuyer sur mon lapin. Ah, on voit que mon lapin a bougé. On voit que mon lapin a bougé. Alors de temps en temps, il va rester à la même place, parce qu'on va retirer un nombre aléatoire qui est le même. Mais la plupart du temps, il va bouger. Donc à ce stade, on a un tape le lapin fonctionnel, on est capable d'avoir 4 boutons, les compteurs qui fonctionnent, et on a travaillé un petit peu sur la mise à jour. Maintenant, ce qu'on va essayer de regarder, c'est comment faire pour éviter d'avoir 4 copier-coller d'exactement le même code au niveau des onPressed. Donc ce qu'on va vouloir faire en fait, c'est transformer ça par une méthode. Donc on voudrait mettre tout ça dans un petit bout de code qui va être réutilisable. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Alors on va déclarer une méthode qui va être gérer la tape. Et là-dedans, on va essayer d'écrire le code de manière générique. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que la seule chose qui change entre tous les boutons, c'est l'index. Donc on va mettre une petite variable ici, index, et on va utiliser cette variable-là à chaque fois. Donc au lieu de dire qu'on est le bouton 2, on va faire bouton plus index.toString.
Et puis ici, au lieu de... à chaque fois qu'on a écrit la valeur 2, en fait, on va simplement écrire index. Donc, si on fait ça, on voit qu'en fait, au lieu de faire tout ça, tout ce qu'on a à faire, c'est gérer tap de 0 pour le premier bouton, gérer tap de 1 pour le deuxième bouton, gérer tap de 2 pour le troisième bouton, et gérer tap de 3 pour le dernier bouton. Donc à ce stade, alors pour finir le test, finalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter notre application au complet. C'est sûr que le fait de pouvoir sauvegarder et voir directement le résultat dans Flutter, ça permet de gagner beaucoup de temps au développement, mais à la fin, il faut quand même toujours s'assurer de regarder ce qui se passe quand on la repart à partir de rien. Donc, si on revient ici, maintenant on voit nos deux compteurs qui sont à 0, on va essayer de taper le lapin une fois, on voit qu'on a compté un paf, encore un. Si jamais on va sur une taupe, là on peut augmenter les flops à l'infini. Donc dans cette vidéo, on a vu les bases de la mise en place du layout. On a vu également comment gérer l'état, donc la gestion de l'état, en gros dans Flutter, ça se fait par des champs au niveau de notre écran. À chaque fois qu'on change ces champs, on va ensuite faire un setState, et le setState va redéclencher la génération de toute l'interface, et donc mettre à jour notre interface graphique. Et puis on a vu aussi un petit peu comment essayer d'organiser notre code pour définir une méthode et réutiliser une partie de la logique qu'on avait sur un bouton pour les autres.